Good morning, Chris. Good to see Good you. morning, Clinic. How are you? Not too bad, not too bad. Great. Super happy Good. to get to enjoy your event this morning. So Très bien, très bien. I'll go on mute. But if there is anything you would need from me, happy to chime in. Gentil, merci. Frédéric, bonjour. On attend. Bonjour Frédéric, comment Bonjour. allez-vous? Ça va, ça va. Très bien. Alors, on attend une petite minute pour que les autres participants arrivent bien. Sinon, ça sera nous, intime, une petite conversation ensemble. Bonjour Peter, ça va? Oui, ça va. Ok. Bon, on a une petite demi-heure, donc je vais commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Cette première séance de la série de la fragilité structurelle à la maîtrise opérationnelle. Quelques points pratiques. J'enregistre la séance, donc ça sera disponible après. Bien sûr, partagé si vous avez des collègues qui seront intéressés. Les questions, le chat est ouvert. On reviendra à la fin 10 minutes pour un QLR. Donc, je lis les messages après. Alors, petite introduction, je connais quelques-uns d'entre vous, mais pour les autres, Chris Dreyfus-Gibson, directeur général de DG Advisory Global. Un petit mot sur mon parcours, une quinzaine d'années en tant qu'officier de police britannique. Je suis franco-britannique, mais j'ai passé toute ma carrière en Angleterre. Donc, j'ai pas la pratique de faire des présentations comme ça, comme celle-ci en français, mais on va y arriver. Donc, j'ai terminé dans la police au grade équivalent de commandant, et puis au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège, la responsabilité de commander euh, la salle de contrôle nationale et d'autres fonctions de commandement opérationnel, puis ensuite des postes de direction chez Deloitte et Soprasteria sur des grands programmes de transformation à travers le secteur public. Mais aujourd'hui, je suis avec mon propre entreprise, DG Advisory Global. C'est un cabinet spécialisé exclusivement dans la transformation des salles de contrôle et centres opérationnels au Royaume-Uni, en France. Et quand je dis salle de contrôle au long de cette présentation, j'inclus tous les autres concepts, donc centre opérationnel de sécurité, centre de supervision urbain, C10, etc. Donc j'utilise salle de contrôle comme terme global. Donc, ce qui m'a conduit à créer cette petite série, c'est une observation que je répète depuis des années, que les organisations investissent massivement dans leurs salles de contrôle, en technologie, en formation, en procédure, et pourtant les mêmes problèmes reviennent. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de structurel qui manque. Et pendant cette série, on va explorer ce qui est ce quelque chose. Donc, à DG Advisory, on évalue la maturité des salles de contrôle à travers 7 piliers structurels: stratégie, personnel, culture, environnement, opération, technologie, données. Et la performance d'une salle de contrôle est une propriété émergente du système dans son ensemble. Donc, une faiblesse dans l'un des piliers produit
en fait une faiblesse dans l'ensemble du système, même si les 6 autres fonctionnent bien. Donc, on va couvrir au long de la série tous les 7 piliers et aujourd'hui, on commence par la stratégie, non pas parce que c'est le pilier le plus spectaculaire ou excitant, mais parce qu'elle est très souvent la plus absente. Et son absence, en fait, conditionne le reste du système. Donc, permettez-moi de commencer par une question à poser dans votre tête. Si je demandais à chaque membre de votre équipe ou de l'équipe de vos clients de définir le succès de la salle de contrôle en une phrase, est-ce que j'obtiens la même réponse de chacun? Et dans la plupart des salles de contrôle que j'ai visitées, la réponse est non. Parfois, c'est même difficile pour le dirigeant, le chef de salle, lui-même de répondre précisément. Et voilà, en fait, le problème central de ce pilier. C'est pas que les équipes, le personnel ne travaillent pas. Elles traitent des alertes, elles gèrent les incidents, remplissent des rapports. Mais l'activité n'est pas un indicateur de performance. Alors, je prends est-ce qu'on est là mon petit tableau. Alors, j'aime pas les grandes présentations avec plein de slides, donc j'utilise un tableau, mais je vous prépare, mon écriture est juste un tout petit peu mieux que chez votre docteur, donc j'espère que vous allez bien lire. Donc, on commence par le concept que l'activité n'est pas la même chose que les résultats. Et sans définition partagée de ce que réussir signifie dans votre opération, vous ne pouvez pas mesurer l'une et l'autre et les comparer. Ce sont des concepts différents. La stratégie n'est pas simplement un document de politique. C'est le cadre de décision qui oriente chaque choix qu'on fait dans le modèle opérationnel de la salle. Donc, comment vous recrutez, comment vous organisez les procédures, quelle technologie vous choisissez, comment vous mesurez la performance. Sans une stratégie, ces décisions, en fait, sont prises dans le vide. Donc, il y a 2 distinctions importantes avant qu'on aille plus loin, que j'observe pendant qu'on fait nos audits de salles de contrôle. Quand ça tient à la stratégie, il y a 2 types de salles. Premièrement, en premier, un type de salle où la stratégie est implicite. C'est une stratégie qui a évolué avec l'évolution de la salle. Donc, beaucoup de salles de contrôle ne sont pas vraiment les résultats d'une conception délibérée. Elles sont constituées, si vous voulez, progressivement. La cumulation d'équipements, de procédures, de personnes, de systèmes, au fil du temps, au fil des incidents. Et une mission initiale qui s'est élargie. On ajoute un système, on ajoute une nouvelle fonction. Donc la salle existe, elle fonctionne, et une sorte de stratégie implicite s'est formée, mais personne ne l'a jamais formulée ou validée. Et elle vit d'habitude dans la tête du chef de salle, dans la tête des opérateurs les plus expérimentés. De l'autre côté, on a la salle qui a une stratégie explicite, une stratégie pensée, partagée, une salle de contrôle qui est stratégiquement mature a une direction clairement définie par l'ensemble de la direction de l'administration de conseil d'administration. Et
ce qu'elle ça définit ce qu'elle existe pour accomplir, les services qu'elle va délivrer, les résultats qu'elle doit produire. Cette intention a été formalisée, discutée et, très important, traduite dans un cadre de décision opérationnelle. Elle n'est pas dans un document que personne ne lit au fond du placard. Elle oriente activement les décisions du quotidien. Et c'est une distinction qui n'est pas triviale entre implicite et explicite. Une salle avec une stratégie implicite peut très bien fonctionner dans les périodes normales parce qu'elle est portée par l'expérience collective qui compense pour l'absence d'un cadre opérationnel et stratégique. Et typiquement, cette fragilité n'apparaît que sous la pression opérationnelle. Et là, en fait, c'est trop tard. Donc, quelles sont les 3 conséquences qu'on voit et qui se créent par une absence de stratégie? Alors, premièrement, on a une opération qui devient en fait ingouvernable. Sans stratégie explicite, il est impossible de défendre les limites de l'opération. Donc, quand une nouvelle demande arrive, une nouvelle fonction à absorber, un nouveau système à intégrer, une nouvelle exigence de reporting, de documentation, sur quelle base décidons si on la prend? Si le périmètre de la salle de contrôle n'est pas défini stratégiquement, il est défini en fait par les pressions du moment. Les frontières qui reculent, qui avancent selon ce que les parties prenantes demandent, mais pas selon les demandes, de la gestion des risques de l'organisation ou ce que l'opération peut réellement absorber sans perdre en qualité. Et au niveau de la direction, sans résultat stratégique défini, il est impossible de rendre des comptes de manière défendable. Vous pouvez montrer du volume, de l'activité, mais vous ne pouvez pas montrer de la valeur. Donc, deuxième conséquence, l'opération reste structurellement réactive. Réactive par défaut. Une salle sans stratégie ne peut pas facilement anticiper. Elle répond, elle s'adapte, elle gère les crises à mesure qu'elles arrivent. Parce que personne n'a formalisé, en fait, comment elle doit se comporter avant que les incidents arrivent. Et ça, c'est un problème, parce que si nous réagissons à un incident, c'est que nous sommes déjà en retard. La réactivité n'est pas une posture opérationnelle favorable dans la plupart des cas. Et on a plein d'exemples où, quand on a fait la revue des incidents, on voit si on avait anticipé plus tôt, l'incident ne serait pas déroulé ou serait géré mieux. Donc mais les salles matures ne sont pas rigides, elles sont préparées, elles sont en posture proactive. Et troisièmement, l'investissement devient difficile à justifier. Donc, si vous ne pouvez pas articuler les résultats stratégiques de votre salle de contrôle et ce qu'elle produit pour l'organisation, comment justifier l'investissement dont elle a besoin? Le budget d'un nouvel outil, un recrutement supplémentaire, une formation, tout cela nécessite une argumentation stratégique. Et sans
perdu le slide. Oh. Les petits problèmes techniques, mais on se résout ça très vite. Voilà. Alors, sans stratégie, vous argumentez en fait sur les coûts. Ce qui est plus cher, moins cher. Avec une stratégie, vous argumentez pour votre investissement sur les résultats. Ce sont deux conversations très différentes auprès d'un conseil d'administration, d'une direction financière. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Si ça, c'est les conséquences, qu'est-ce qu'on voit en tant que caractéristique dans des salles matures qui ont une stratégie explicite, définie, écrite, agréée? Et il y a 4 caractéristiques qu'on observe. La première, c'est la responsabilité au niveau direction. Et c'est une responsabilité explicite. Quelqu'un au niveau de la direction est formellement responsable de la performance de l'opérationnel et opérationnel de la salle de contrôle. Pas uniquement en cas d'incident, mais en permanence. Et elle rend des comptes au conseil d'administration, au board, au niveau exécutif. Et cette personne s'implique dans les décisions du modèle opérationnel et dispose des mécanismes pour remonter l'information sur la performance. Deuxième caractéristique, c'est une tolérance définie, des paramètres clairs pour les délais, les escalades, les échecs. Et ce n'est pas des paramètres qu'on peut définir en temps réel sous la pression opérationnelle et des incidents qui nous descendent. Ils doivent être établis à l'avance, formalisés, et que tout le monde, tout le personnel comprend où sont ces tolérances. Troisième, et je reparle de résultats, c'est que les résultats qu'on attend sont liés au risque organisationnel. La salle de contrôle est là pour aider une organisation à gérer ces risques. Donc les indicateurs de performance de la salle doivent refléter les enjeux stratégiques de l'organisation. Sinon, on retombe dans une mesure de volume et d'activité. Et quatrième, c'est que la stratégie devient un cadre décisionnel vivant. Donc, si on regarde ce graphique des 7 piliers, encore une fois, chacun de ces 7 piliers est conditionné sur la stratégie. Donc, quand vous recrutez, à quel profil? La réponse découle de votre stratégie. Si vous allez choisir un nouvel outil, quelle valeur décisionnelle va-t-il porter? La réponse est issue de la stratégie. Comment est-ce qu'on analyse tous les données, les informations, que ça soit opérationnel ou stratégique, pour faire des rapports de performance? C'est issu de la stratégie. Donc avant qu'on rentre dans la discussion, je veux vous laisser un outil assez concret, et c'est les 3 questions minimum auxquelles
toutes les stratégies de salle de contrôle doivent pouvoir répondre. Donc, si aujourd'hui, vos clients ne peuvent pas répondre à ces questions clairement, ben, c'est votre point de départ. Alors, question A, quelle est la mission? Et là, je ne veux pas dire une description générique, c'est la mission réelle, spécifique à votre organisation. Pourquoi cette salle de contrôle existe? Qu'est-ce qu'elle est censée protéger, coordonner, superviser? Dans quel contexte? Question B, quels sont les services que la salle de contrôle délivre et ce qu'elle ne délivre pas? Donc ici, il s'agit de définir précisément le paramètre opérationnel. Ce que la salle fait concrètement, donc surveillance active, coordination des interventions, gestion des alarmes, et ce qui est explicitement hors périmètre. Quand on fait des audits, et particulièrement dans le secteur sécurité privée, on voit beaucoup de salles de contrôle qui gèrent les clés, des boîtiers pleins de clés. Bon, et ils issuent les clés, ils les ramassent. Bon, si on fait ça, on n'est pas devant un écran en train de regarder les caméras de surveillance. On n'est pas positionné pour faire le traitement des alarmes. Donc, il faut être très explicite en ce que la salle de contrôle ne fait pas. Et cette délimitation, si on ne l'a pas, les frontières se négocient en permanence. Et il y a un risque que les équipes absorbent des missions qui n'ont jamais été formellement validées. Et c'est j'y reviens, les résultats. Quels sont les résultats attendus? Donc, il ne s'agit pas, on l'a déjà dit, de mesurer le volume d'activité traitée, mais de définir les résultats opérationnels que l'organisation attend de la salle de contrôle. Résilience, réactivité, continuité. Et de les ancrer explicitement dans le référentiel des risques organisationnels. Et c'est ce lien qui rend les résultats défendables quand il faut rendre des comptes au niveau du conseil d'administration. Donc, si vous pouvez répondre à ces 3 questions précisément, vous avez une stratégie ou le commencement d'une stratégie. Et si vous hésitez sur l'une d'elles, maintenant, vous savez par où commencer. Et bien sûr, on sera très content de vous accompagner dans cette démarche. Alors, je pose là et on va voir s'il y a des questions, discussions. Où est-ce qu'on est? Voilà. Donc, vraiment, à vous la parole. S'il y a des questions, j'essaye de vous répondre. Est-ce que tu m'entends, Chris? Oui, Guy, allez-y. Ok. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as un cas concret, une histoire à nous raconter? Tu vois, donc, admettons, moi, je travaille majoritairement avec des pompiers. Donc, je sais qu'il y a la notion de comité de direction, c'est le département qui paye. Les petits départements, ils n'ont pas de budget, donc ils font pas. Où ils font vraiment, ils se débrouillent. Les gros départements, ils ont l'hélicoptère, c'est casino, ils achètent des trucs et en fait, j'ai de mon côté, par rapport à mes organisations plutôt fonctionnaires, j'ai pas l'impression qu'il y ait de critères d'évaluation. Si je compare ça avec le privé, quand je travaillais dans le privé, pour des tableaux de bord, direction générale, il y avait des KPI qui étaient clairs.
Et notamment, quand je travaillais dans l'informatique, il y avait le SLA, Service Level Agreement, qui déterminait si le service fourni par telle ou telle équipe informatique était de qualité. Mais oui, dans les salles, que ce soit gendarmerie, pompiers, préfecture, ou les SAMU, j'ai l'impression, oui, il faut une salle parce que on a dit il faut voir en grand. Voilà, c'est mon état des lieux. Toi, est-ce que tu as un exemple concret à nous raconter? Oui, alors, je dirais d'abord, si on veut évaluer une nouvelle technologie, mur d'image, quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre la stratégie. Pourquoi est-ce que la salle existe? Qu'est-ce que sont les Hmm. services qu'elle délivre? Parce que si je suis un directeur de l'organisation, je veux savoir que l'investissement que je vais faire va produire les résultats qui sont alignés avec la raison d'être de cette salle. Et d'avoir une stratégie, en fait, euh, enfin, on peut être accompagné par des consultants, mais Oui, ça ne coûte rien de penser et de faire ce travail et d'avoir une stratégie très claire, bien pensée, que tout le monde se met d'accord. Donc ça, c'est la première chose. En tant que cas concret, oui. Alors, nous, on travaille police, pompiers, hein, mais aussi la plupart dans le secteur privé, des universités, les musées, grandes surfaces, etc. On a un client, là on commence une autre phase de travail avec eux. On a commencé par un audit. Alors on a un service d'audit, on regarde sur tous les 7 piliers pour voir là où il y a des défaillances euh, hmm, euh, dans, dans, euh, euh, dans l'ensemble global de la salle de contrôle. Ça leur a donné une feuille de route qui disait, si on veut être le meilleur, c'est un musée, si on veut être le meilleur salle de contrôle dans le secteur muséal, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la première chose, c'est il faut une stratégie. Il faut savoir ce que cette salle va faire. Et oui, c'est un musée qui a plusieurs sites. D'accord? Donc, ils ont une salle de contrôle principale dans leur site principal, mais ils voulaient que cette salle observe tous les autres musées aussi. Elle ne faisait pas ça, parce que personne n'avait défini ce que ça voulait dire. Et donc, les opérateurs, ils sont sur un site, ils regardent tout ce qui est sur le site où ils sont situés. d'accord. D'accord? Alors, de refaire leur stratégie leur a permis d'aller, ils sont en Angleterre, donc ils sont allés au ministère de la Culture en disant, on veut faire ces travaux. Et on veut faire ces travaux parce que voici notre nouvelle stratégie, Et- et ça leur a permis euh, d'obtenir de l'argent pour faire les travaux qu'ils veulent faire. D'accord. Alors Mais après, très basiquement, ouais, puis admettons, je sais pas, moi, ils ont 5 sites. ouais, Est-ce qu'ils ont un indicateur qui leur dit vous avez passé 20% de votre temps sur chaque site? Ou il y a un gros musée, admettons, ce musée, il faut passer 80% du temps et 20% sur... non, Bon, non, c'est quoi parce que là, l'indicateur? là qu'est-ce qu'on mesure? Si ça, c'est la question. On mesure l'activité. Bon, c'est D'accord? important, il faut savoir que les gens travaillent, hein, mais au niveau organisationnel, ça, c'est pas la question. C'est la question de performance, c'est pas combien d'alarmes on a traitées. C'est Oui, l'effet des alarmes, c'est la sûreté d'accord, des personnes qui visitent. Donc, ça, euh, ça définit le travail qu'on fait. Est-ce qu'on a oui, besoin d'observer à l'écran chaque caméra ben, peut-être, ça dépend de la oui, technologie. D'accord? Mais si on a investi dans la bonne technologie, on a la possibilité d'être alerté quand quelque chose se passe dans les caméras qu'on ne regarde pas. Donc, c'est de repenser le travail que fait les opérateurs. Et c'est pas de d'accord, dire, ah, il faut que j'observe 20 minutes ici et 30 minutes ici, et, d'accord, parce que ça, c'est de l'activité. Il faut définir le d'accord, résultat. Le résultat, c'est, on n'a pas eu de vol, on n'a pas eu d'attaque, etc. Et
c'est une posture un peu différente parce que on commence à être plus proactif. Si Ok. la patrouille classique en vidéosurveillance où j'ai chaque caméra, je dois en tourner, blablabla. Bon, ça, c'est pas très effectif. On veut savoir quelles sont les informations, les renseignements qui me disent que cet endroit est plus à risque que celle-là. Bon, je les mets peut-être sur mon mur d'image. Mais le mur d'image n'est pas là, on ne peut pas faire, je vois ça tout le temps, on ne peut pas observer en détail sur le mur d'image. Les images deviennent tout petit, et on ne voit rien. Donc, il faut concevoir des systèmes où, pour l'opérateur, ils ont de la technologie qui est en support de ce qu'ils veulent faire. Mais avant ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut que les opérateurs font et Oui. fassent et quels sont les résultats, pas l'activité, les résultats qu'on attend. Après, on va en arrière, on dit, bon, si on veut ces résultats, c'est ce service qu'on livre. Donc, c'est un service de surveillance proactive, par exemple. Ok. Ça, c'est différent qu'un service de surveillance réactif. Et ça dépend du contexte. C'est peut-être si on est bon, si on est dans un SDIS, on est des pompiers ou SAMU. Bon, c'est très difficile d'être proactif. Hein. Donc, c'est une réaction, il faut bien réagir, mais la question devient comment est-ce qu'on obtient les informations le plus tôt possible qu'il y a un incident auquel il faut répondre. Dans un domaine comme un musée, une université, une grande surface, etc., on peut être proactif, on peut aller chercher les risques et de les détecter avant qu'elles deviennent des incidents et des crises. C'est une posture différente, c'est un service différent, ça se dessine différemment. Ok. Et tout ça, ça commence par avoir une stratégie délibérée, explicite, et qu'on a formée avec en fait tous les partenaires, tous les parties prenantes. Merci. Euh, D'autres questions? On est presque à temps, là. Non? J'avais un commentaire, Chris. Oui, Merci beaucoup. Je trouve que ton propos est extrêmement riche et rafraîchissant. merci. J'ai passé énormément de temps dans l'industrie. On s'était croisés quand je travaillais chez Thales aux Émirats Arabes Ouais. Unis. Et effectivement, la question de protection d'infrastructures critiques, de sites sensibles ou de public safety and law enforcement est assez proche de de mon expérience. Et ce que tu dis, de mon point de vue, est fondamental, mais généralement éludé par les organisations qui mettent en place des centres de commandement. Je pense qu'elles sont, enfin, dans mon expérience, elles sont capables de définir l'intention stratégique derrière la salle de commandement, mais elles ont du mal à articuler les différents effets finaux recherchés et la façon dont les postures doivent être mises en place dans les centres de commandement. Et au final, en tout cas dans mon expérience, on se retrouve avec une salle de commandement qui devient une juxtaposition de technologies. Et le but même que tu as rappelé, hein, la nécessité d'avoir différentes postures ou différentes intentions, et donc du coup ensuite de décliner ces intentions-là en organisation, et bien souvent soit oublié, soit mal formulé. Et du coup, la question que j'ai finalement, c'est dans quelle mesure as-tu observé des changements et comment aider les organisations finales à mieux articuler justement tous les éléments que tu viens d'énoncer, parce qu'elles-mêmes, en tout cas dans mon expérience, ont du mal à le faire spontanément. Ben, alors, je dirais, tout le monde adore la technologie. Hein. On veut le dernier logiciel, IA, etc., etc. Parce qu'on veut, et j'ai fait un peu de travail au Moyen-Orient, et là, c'est très clair, on veut le meilleur du meilleur dans tous les aspects. D'accord?
Et là-bas, ils ont le fric pour payer. Mais si on commence par la technologie, on ne commence pas par la bonne question. La question doit être, pourquoi est-ce qu'on a un poste de commandement, un centre opérationnel, et quels sont les services qu'elles vont livrer. Donc, ce qu'on fait avec les clients, c'est on les accompagne dans, dans un procédure structurée, une conversation structurée qui couvre tous les 7 piliers. Donc, très bien qu'on veut de la superbe technologie, mais si on n'a pas le personnel qui est formé dessus, la technologie, en fait, vaut rien du tout. Si elle n'est pas dans un environnement conducive à la aux bonne qualité de travail, le bien-être du personnel, on va très très vite voir la qualité de performance dégradée. La culture, euh, aussi important, et comme la stratégie, on n'y pense pas vraiment, mais c'est en partie la rétention de personnel, parce que si le personnel tourne tout le temps, c'est cher et euh, c'est un effet négatif sur la performance, mais aussi on va une culture de sécurité psychologique, psychological safety en anglais, où le personnel a la confiance de parler et de challenger la direction s'il y a besoin, parce qu'il voit quelque chose qui va pas. Donc, tous ces éléments, en fait, sont connectés. Et, et si on commence par la stratégie, la réponse aux questions des autres piliers devient plus facile. Donc, où commencer si on est en train de trouver que cette conversation est un peu difficile en interne, hein, on peut demander à quelqu'un comme moi d'intervenir et aider une conversation structurée, mais il faut commencer par la stratégie. Parce qu'après, quand tout le monde est d'accord sur la raison d'être de la salle, de faire des décisions sur les autres piliers, et c'est beaucoup plus facile. Donc, en tant qu'exemple, là, on voit en ce moment, on a quelques clients qui veulent centraliser leur salle de contrôle. Donc, ils ont plusieurs sites, peut-être avec un poste de surveillance, peut-être avec un écran de caméra à la réception. Bon, ça varie, mais ils veulent avoir une salle de contrôle centralisée. Donc, si on veut faire ça, en fait, c'est un concept opérationnel très différent que d'avoir un modèle distribué. Donc, il faut revenir à la stratégie, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on veut ce poste central, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle ne va pas faire. J'ai dit avant dans la présentation, les clés. les, 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 dans la sécurité privée, c'est partout. Des boîtiers, plein de clés. C'est l'opérateur, quelqu'un sonne à la porte, j'ai besoin de la clé du bureau, ils vont la chercher. Ben, si on fait ça, c'est un service important, mais si on fait ça dans la salle de contrôle, on n'est pas en train d'observer, d'être à l'attente des alertes, d'être au téléphone, à la radio. Bon, donc on peut dire, je veux que ce service ou euh, d'enregistrer les ingénieurs qui viennent sur le site, on peut faire tout ça. Mais si on met ça dans la salle de contrôle, il y a quelque chose d'autre qui ne vont pas faire. Donc, d'être très, très clair dans ce qui est les services qu'on délivre et qu'on ne fait pas. Et après ça, on continue la conversation en disant, si ça, c'est les services qu'on livre, est-ce que les services mènent au résultat final qu'on veut, oui ou non? Est-ce qu'il faut changer les résultats? Est-ce qu'il faut changer les services? Et quand tout le monde est d'accord, après, on peut avoir des conversations en disant quelle technologie on a besoin, combien de personnel, comment est-ce qu'on forme la personnel, comment est-ce qu'on les recrute, quel type de culture on veut dans cette salle, l'environnement, comment est-ce qu'on positionne le mur d'image, est-ce qu'on en a besoin d'un ou pas? Qu'est-ce qu'on va mettre dessus?
toutes ces questions amènent de la stratégie. Mais quand on dessine euh, la conception d'une salle de contrôle, il faut que ça soit global. Il faut qu'on regarde tous les piliers ensemble. Ils sont tous connectés. Je ne sais pas si ça Merci répond à ta beaucoup. question. En partie, en grande partie, mais c'est vrai que la réalité de mon expérience fait que ce que tu mentionnes est très rarement pris en compte de manière pleine et entière. Et j'ai envie, Ah oui, si on a absolument. encore une minute, de rebondir avec le point. J'aimerais beaucoup avoir le point de vue de Peter, parce que dans mes dernières expériences de Mission Critical Communications, euh, j'avais un client européen qui était obsédé par la perspective d'utiliser une technologie qui s'appelle IMBMS et qui permet en fait d'avoir de la vidéo sans délai voilà, sur l'ensemble de la communauté d'utilisateurs. Donc une transmission sans délai, sans perte de qualité pour des groupes d'utilisateurs de Mission Critical Communication. Et ce client-là était vraiment obsédé par cette technologie. Mais à chaque fois que moi, à titre personnel, j'essayais d'avoir une conversation autour du pourquoi, du concept opérationnel, des KPI ou des effets finaux recherchés, à part je veux avoir de la vidéo en live, j'avais pas vraiment d'autres réponses. Donc j'aimerais. Non, mais c'est pas du tout un jugement de valeur hein, de ma part, mais c'est pour ça que je disais qu'il manquait, de mon point de vue, dans la conversation avec le client, cette étape que tu décris. Et j'aimerais beaucoup avoir le point de vue de Peter parce que je pense que toi, Peter, tu as peut-être des choses qui me manquent. On a besoin d'autres heures pour parler de IMBMS, non? Mais moi, un petit commentaire, non? Je suis expert en Mission Critical Communication, mais novice en salle de contrôle. Non? Pour ça, cette série m'est donc très utile. Non, Chris? Merci, merci. Oui. Camille, je crois que ce que tu as observé dans ces clients, c'est Ouais. très typique. Ouais, j'ai des clients qui font exactement pareil. Enfin, peu importe la technologie, en fait. C'est de dire, bon, la conversation en ce moment, un peu globale, c'est l'IA dans la vidéosurveillance. Bon, je vais je veux la possibilité d'analyser les images en direct, etc. Hein. Bon, super. Mais ça coûte cher. Donc, il faut, il faut faire. Moi, je dirais pour ces clients-là, s'ils ont déjà l'agrément de leur direction et l'argent, ça va être très difficile de les convaincre d'aller en arrière et de faire le travail qu'il faut. Mais la plupart des clients que je vois où ils obsessent sur une technologie ou quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas l'argent encore, et qu'ils n'ont pas encore l'argent à dépenser et de faire l'investissement. Bon, comment est-ce qu'on convainc un conseil d'administration, direction, de, de, de- d'investir dans une technologie si on ne peut pas décrire le résultat concret et la raison pour laquelle on en a besoin. Euh, pour tous nos clients, alors si on fait des audits, bon, l'audit va nous dire s'il y a une stratégie, mais quand on est engagé pour faire la conception des modèles opérationnels ou le design de la salle ou de la technologie, etc., on commence toujours en revenant en arrière. S'il n'y a pas de stratégie, on commence par la stratégie. S'il n'y a pas de modèle opérationnel, on commence par le modèle opérationnel. Parce que sans ça, toutes les autres décisions ne marchent pas. Euh, Frédéric, je lis ton message, Frédéric.
Oui, alors Frédéric, ton commentaire, très, très juste. Mais alors, je serais intéressé, et si je sais qu'on est bien au-delà des 30 minutes, donc si vous avez vos rendez-vous, vous pouvez nous quitter, bien sûr. Euh, euh, Frédéric, est-ce que vous voyez euh, que que cette position change? Ou est-ce que c'est toujours un petit peu une bataille pour que les collègues se concentrent sur les bonnes questions? Non, alors bonjour déjà, merci pour ce webinaire qui pour moi est une nouveauté mais vraiment très intéressante. Je remercie Guy de m'avoir fait passer l'invitation. Alors déjà, pour me présenter, ça va être très vite fait. J'ai un peu des casquettes un peu bizarroïdes. Je travaille dans l'administration en tant que référent objet connecté, donc pas du tout gestion de crise. Par contre, je gravite autour de la gestion de crise depuis 20 ans en France, aussi bien au niveau associatif, professionnel et citoyen. Maintenant, j'ai surtout le côté citoyen engagé qui prend le dessus, mais alors certains diront que je suis un peu un geek, on va dire ça comme ça. Et non, cette réaction, elle change pas. Je trouve qu'elle se raffermit de plus en plus. Moi, je peux vous citer un exemple, hein. On est venu me voir il y a quelques années pour remplacer un outil de télécommunication d'urgence. Alors, je suis radioamateur pour ceux qui connaissent un peu l'objet et la partie transmission d'urgence en tant que radioamateur m'intéresse beaucoup. Et donc, on est venu me poser la question. On avait 65 téléphones satellitaires pour un département de France. Donc, c'est un département, il faut imaginer, je connais aucun SDIS aujourd'hui qui a 65 téléphones satellitaires en sa possession. Et on m'a dit, faut que tu trouves des solutions pour remplacer ce parc de téléphones satellitaires. Bah, quand on vous dit ça d'entrée de jeu, vous commencez à vous dire, ouais, mais première question, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? C'est est-ce que tu sais déjà pourquoi on avait acheté les téléphones satellitaires? Ouais, mais non, mais moi je le sais, j'étais là quand on les a achetés, hein, déjà il y a 20 ans. Mais c'est pas à moi de te le dire, c'est à toi de le chercher. Ouais, mais tu comprends, on n'a pas le temps. Première remarque, on n'a pas le temps de chercher. Donc moi j'ai la chance dans mon administration, on a créé un poste, le mien, qui est de prendre du temps pour chercher. En tant que référent, je réponds techniquement aux questions, dont la question de je remplace mon système de télécommunication par quoi? Et puis au bout d'un moment, on a insisté, et puis au bout d'un moment, il est venu me voir en me disant tiens, on a telle technologie, je la citerai pas ici, hein, qui est de la voix sur IP améliorée. C'est ce qu'il nous faut. Je dis mais c'est ce qu'il te faut pourquoi? Ouais, parce que tu comprends, on n'a pas à réfléchir. Déjà, moi, quand tu fais un choix, si tu réfléchis pas, je trouve que c'est mal barré. Enfin, pardon, mon vocabulaire. C'est un peu un départ un peu faussé. Et alors, je rejoins tout à fait ce que vous nous avez expliqué avec la stratégie, c'est qu'en fait derrière il n'y a pas de stratégie, si ce n'est celle d'administration, c'est si je réussis à justifier un besoin, même s'il est faux, je serai financé. Ce qui est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 15 ans, parce que les financements sont plus les mêmes. Moi, je fais partie d'une direction administrative et financière, donc pour échanger régulièrement avec des personnes qui font que de la finance. C'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'il c'est clairement justifié. Si le besoin est clairement identifié, on cherchera les financements. Même s'il faut mettre 10 ans pour financer, on cherchera le financement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est mon retour d'expérience à moi par rapport à l'administration française. Alors j'ai fait l'État il y a quelques années, hein, c'était le même problème. Aujourd'hui, je suis dans une plus territoriale. On est intéressé par la dernière techno qui sort et qui est bien vendue par un commercial. Mais jamais, jamais, jamais derrière, on va chercher à comprendre. Là, chez nous, on va faire marcher sur de la vidéosurveillance routière. Donc, on n'est pas sur de l'infraction et compagnie. C'est vraiment contrôler si la route est sèche, s'il y a de la neige, s'il y a un bouchon. C'est vraiment, on est loin de la partie sûreté ou sécurité, si ce n'est vraiment la partie routière. Et j'ai essayé de leur faire comprendre, par exemple, quand on allait placer leur marché, il fallait absolument que les caméras aient une technologie de communication libre ou au moins relativement ouverte, de manière à ce que si demain la personne qui a le marché, je ne leur souhaite pas, mais fait faillite, ou part fâché pour une raison X ou Y avec l'administration, puisse récupérer le matériel. Non. Un autre exemple, on fait des mesures de profondeur de gel, ça c'est pour des raisons de sécurité sur du dégel pour les poids lourds, pour ne pas abîmer la structure de la chaussée.
On a refusé le premier marché qui a été passé parce qu'il y avait 2 boîtiers. Un boîtier pour le capteur, un boîtier pour la batterie et le système de transmission. Donc on a refait un deuxième marché et on a pris une solution où il y a 2 boîtiers. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas taper sur les doigts de mes petits collègues, mais le cadre administratif moyen, il est plus géré par une envie de résultat que par une analyse de ses besoins. Enfin, je sais pas, Guy, tu as l'habitude de croiser les administrations. Je sais pas si c'est quelque chose que tu partages un peu avec moi, mais ça commence à changer avec les problèmes financiers qu'ont les administrations. Où on commence à réfléchir mûrement, mais trop longtemps. Là, je viens de faire une note de service à ma direction en leur expliquant qu'il fallait qu'on arrête de jouer dans la cour des gamins, des gosses, en leur disant maintenant on a passé l'étape l'expérimentation, aujourd'hui il faut qu'on le mette en production. Mais on s'affronte dans l'administration entre un fonctionnement qui est très en silo. Les données que moi j'émets par exemple sur ma techno routière, mes données de comptage routier par exemple, il ne faudrait pas que je les donne à mon petit camarade qui fait de l'environnement. Et c'est aujourd'hui le reproche sur les salles de commandement, on se tire en plein dedans. Hein. Nous, on en a une mini chez nous que j'ai bien connue puisque j'ai mis en place ça au niveau national avant, enfin au niveau de l'administration nationale avant sur mon secteur, où je suis pas sûr qu'en fait on ne réponde pas à un besoin administratif plus qu'à un besoin réel. C'est-à-dire qu'on nous demande de savoir l'état des routes, on va faire quelque chose qui nous permette de donner à peu près l'état des routes. Et on a oublié le besoin de renseigner le citoyen. J'ai rencontré il y a quelques semaines de ça, pour la deuxième fois, un responsable d'un service interministériel de protection civile d'un département voisin au mien, qui un jour m'expliquait qu'il s'était pris la tête avec son patron, qui était le préfet, parce que le préfet lui disait « vous êtes là, vous êtes à mon service ». Et il a eu une réponse qui m'a beaucoup plu, mais qui est très oubliée d'administration. Il lui a répondu « non, vous êtes mon patron, mon payeur, mais je suis au service du citoyen ». Et je pense que dans l'administration, notre problème, elle est là. C'est qu'on est au service d'un politicien et non plus d'un citoyen. Donc, on a tendance à faire le minimum vital pour ne pas être traîné devant un tribunal, plus que faire une tâche correctement. Alors, il y a beaucoup qui me parlent là-dedans. C'est une des raisons que j'ai quitté la police, mais pour entrer dans le consulting. Mais d'avoir, je pense que tout ça se ramène, à la stratégie, mais aussi d'avoir cette pensée pour le résultat final. Et ça peut être que le résultat, c'est on a besoin de savoir la condition des routes, mais pour faire quoi avec? Une fois qu'on a toute cette information, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faut aller plus loin, il faut aller à la finalité, en fait, là-dedans. Je suis assez d'accord. Bon. Et c'est tragiquement ce qui manque à l'administration française, c'est d'aller le plus loin. Ben, j'espère que je peux aider un petit peu à résoudre tout ça. Bon, ben, on est bien au-delà des 30 minutes. Donc, merci à tous. Je vais faire disponible la rediffusion. Partagez, bien sûr, si vous voulez. La prochaine séance sera mardi 5 mai, concentrée sur le pilier personnel. Donc, pourquoi recruter des postes n'est en fait pas la même chose que de construire une capacité opérationnelle. Donc, je vous dis merci et bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt.